Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les sachets plastiques sont interdits d'utilisation sur toute l'étendue du territoire national conformément à la loi 2017-39 du 26 décembre 2017. Une interdiction sans impact visiblement sur les populations qui continuent d'en faire usage. Prochaine tournée annoncée du président béninois Patrice Athanase Guillaume Talon dans les 56 villes du pays, une sortie diversement appréciée par les Béninois. Et puis, une lueur d'espoir dans la lutte contre la pandémie du coronavirus avec le vaccin Pfizer. Il serait efficace à 90% et suscite déjà beaucoup d'interrogations dans le rang des scientifiques. Merci pour l'attention. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement, le ministre Alain Orula. Au titre des mesures normatives, lancement de la campagne de commercialisation du coton graine au titre de la campagne 2020-2021. Le dit lancement est prévu pour le 13 novembre 2020 dans la commune de Gogounou. Il consacre l'ouverture des marchés autogérés de coton graine dans toutes les zones de production cotonnière. Dès lors, démarreront les opérations de pesée, d'évacuation du produit et de rétribution des différents acteurs. Le choix de cette période permet aux producteurs de commercialiser à temps le coton et d'éviter les risques de perte de poids, d'incendie de la production entreposée sur les marchés et ou dans les champs, ainsi que de mouilles dues au pli précoce. Le démarrage des opérations permettra également aux sociétés d'égrenage d'amorcer l'usinage pour monter en rythme progressivement. Le Conseil a instruit les ministres et tous les acteurs concernés par le sujet à l'effet de sensibiliser les producteurs des zones cotonnières en général et ceux des localités frontalières en particulier à la nécessité de commercialiser leur coton comme recommandé dans le mécanisme de l'interprofession. Fixation des modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 du soja. La filière soja est en progression constante au fil des campagnes agricoles. Ainsi, il a été emblavé au titre de la campagne écoulée une superficie de 192,412 hectares pour une production de 257 000 tonnes, dont 240 000 tonnes déjà exportées. En vue de soutenir cette dynamique, en accédant à la volonté des acteurs et tenant également compte de la tendance sur le marché international, le Conseil a marqué son accord pour la fixation du prix plancher d'achat à la somme de 175 francs CFA le kilogramme. La présente campagne sera lancée le 19 novembre 2020 dans la commune de Djougou et durera jusqu'au 30 juin 2021. Un accent particulier sera mis sur la promotion des bonnes pratiques destinées à préserver le label du soja béninois. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant création, organisation et attribution du Comité national de suivi de la zone de libre-échange continentale africaine, nomination des membres du conseil d'administration de l'École des métiers du numérique, nomination des membres du conseil d'administration du Centre de perfectionnement du personnel des entreprises. Le président Patrice Talon sera dans plusieurs communes du Bénin à compter de ce jeudi. Information confirmée par une annonce officielle du gouvernement. Le chef de l'État sera dans les 54 villes du pays. Une tournée qui démarre par le septentrion. Quelques citoyens se prononcent sur cette descente. Ce n'est pas une très mauvaise initiative, mais il a le droit le plus absolu parce qu'il est le père de la nation. C'est bon, c'est ce qu'on aurait voulu depuis fort longtemps. On ne l'a pas élu pour qu'il reste dans son bureau. Il va falloir qu'il descende sur le terrain pour constater de la souffrance de la population. Parce que réellement, on souffre. Mais si réellement il peut faire le tournée et que dans son tournée, il peut peut-être améliorer quelque chose, bravo pour lui.
Non, apprécier ou ne pas apprécier, il est le père de la nation, il peut faire le tour de tout là où il veut. C'est le père de la nation, non? Mais est-ce qu'il en a besoin de l'apprécier? Il n'a pas besoin de l'apprécier. Il est le père de la nation et le père doit rendre visite à ses enfants. L'air a déjà sonné depuis près de 4 ans qu'il devait faire le tournée. Donc ce n'est pas aujourd'hui que l'air a sonné. C'est ce qu'on entendait de lui, que peut-être il veut commencer maintenant. J'ai dit d'abord un grand chapeau au chef de l'État. Parce que ce n'est pas n'importe qui qui a accepté d'être impopulaire en tant que chef d'État. Donc il a accepté de te rendre impopulaire pendant 5 bonnes années. Je crois qu'il a bien ses raisons de te rendre maintenant populaire pour prouver au peuple béninois qui n'est pas si impopulaire. Moi je trouve raison, il a raison. Très bien. Beaucoup de choses ont été faites même positivement. Et ça se voit, même si on ne le dit pas, ça se voit. Aux yeux de tout le monde, ça se voit. Les réalités, si on avait connu un chef d'État pareil depuis même 20 ans ici, je crois que le Bénin ne serait plus à ce niveau-là. Il a raison. Il n'a qu'à faire cette tournée pour qu'en 2021, on va voir la suite. Oui, il n'a qu'à revenir en 2021. Il n'a qu'à faire cette tournée pour revenir en 2021. Moi, je lui souhaite cela. Il a raison. Ce n'est pas donné à n'importe quel chef d'État. Parce qu'on en a connu de 1000 couleurs. Mais pour ce cas précis, c'est différent. C'est différent. Je pense que c'est une bonne chose, puisque le chef de l'État, depuis bientôt 5 ans, ne sort pas comme ça. Et je crois qu'après avoir travaillé pendant plus de 4 ans, il est de bon temps qu'il fasse une tournée pour constater l'effectivité des travaux qu'il a entamés. Bon, les besoins de la population diffèrent d'une localité à une autre. Nous sommes à Calavi. Le besoin que Calavi a, ce n'est pas le même besoin que ceux qui sont à Tchoumi-Tchoumion. Donc, vous imaginez quelqu'un qui est à Djidja ou bien à Gbaïzoum. Et quitter Abomey pour aller à Gbaïzoum il y a quelques années, c'est difficile, même à moto. Aujourd'hui, avec 15 000, vous quittez Abomey pour Gbaïzoum. On ne peut pas aller demander à quelqu'un, à une population comme ça, de ne pas ovationner le chef de l'État. Donc, nous n'avons pas le même besoin. Je pense que les populations vont l'ovationner. Environnement, l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables est interdite conformément à la loi 2017-39 du 26 décembre 2017. 3 ans après le vote de cette loi, sa mise en application fait défaut. Les Béninois ont du mal à se défaire de cette pratique qui détruit l'environnement. Laurent Toneikes, Fiacre Voitan. Les Béninois ont du mal à se passer de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables. Une si mauvaise habitude qui est pourtant proscrite par la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 qui interdit la production, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la détention et l'utilisation de sachets en plastique non biodégradables. Au thème du vote de cette loi, un moratoire a été accordé aux citoyens pour se conformer aux dispositions. Bientôt 3 ans après le vote de cette loi, nous en sommes encore loin. Une situation qui laisse croire que la loi numéro 2017-39 de décembre 2017 traîne longtemps dans le tiroir aux oubliettes pour plusieurs raisons. Et pourtant, tout a été prévu dans cette loi pour mettre fin à cette mauvaise pratique qui constitue une menace pour l'environnement. En l'absence de sachets biodégradables, les citoyens utilisent ces sachets non biodégradables malgré les sanctions prévues par la loi. Le chapitre 4 de cette loi relatif aux dispositions pénales détaille les différentes sanctions auxquelles les contrevenants s'exposent à travers les articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Ainsi, toute personne qui produit, importe ou exploite le sachet en plastique non biodégradable est punie d'une amende de 5 à 50 millions de francs CFA. Tout commerçant, distributeur ou détenteur de sachets en plastique non biodégradable, en plus d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois, paie une amende de 100 000 à 5 millions de francs CFA. Par ailleurs, toute personne qui jette un sachet en plastique non biodégradable par dessus bord d'un véhicule et dans la rue est punie d'une amende allant de 5 000 à 100 000 francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois. Des dispositions clairement énoncées dans cette loi.
Mais de la date de vote de la loi à l'expiration du moratoire, rien n'a été fait pour passer à la répression. Des tonnes de sachets en plastique non biodégradable inondent régulièrement le marché béninois sans la moindre répression. Nos frontières sont-elles pour autant poreuses ou bien des lobbies empêchent la mise en application de cette loi? Des questions auxquelles seuls les gouvernants, notamment le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, pourraient nous apporter des réponses. Nombreuses sont les méthodes auxquelles font recours les enseignants dans leur mission d'enseignement et d'éducation. Parmi celles-ci figure le châtiment corporel, une pratique désormais interdite depuis quelques années au Bénin. Qu'est-ce que le châtiment corporel et quelles en sont les conséquences? Réponse dans ce reportage de Samson Oké. Le châtiment corporel est une forme de punition, une douleur physique infligée à une personne. En milieu scolaire au Bénin, le châtiment corporel est interdit par des textes de loi, des mesures partagées par ces acteurs du système éducatif. Nous avons toujours travaillé avec nos professeurs de ne pas avoir de châtiment corporel, parce qu'on n'y croit pas. On croit vraiment que la non-violence, qu'on peut plus éduquer les enfants par la douceur que par la brutalité. Le châtiment corporel, pour moi, doit être banni. Quand on soumet l'enfant au châtiment corporel de toute espèce, l'enfant ne se donne pas à fond, il ne se donne pas à contraindre. Et quand vous partez, il n'est plus dans sa personne, il se met à sa liberté et il n'est pas performant. L'objectif visé, c'est la non-violence en milieu scolaire. Le châtiment corporel traumatise l'enfant. Ses conséquences sur l'enseignant sont autant lourdes. Le châtiment corporel a des conséquences graves pour la carrière de l'enseignant lui-même, dès lors qu'il use de ces moyens-là pour corriger l'enfant. S'il laisse des traces sur son corps, l'enfant peut être mutilé, perdre la vue, tout ça là. Et les parents peuvent le traduire devant la juridiction. Il y a des enseignants qui sont en prison parce que pour avoir frappé des élèves, ça a de graves conséquences sur la vie de l'enfant. Et il y a des enfants qui ne supportant pas, n'est-ce pas, cette humiliation et désertent les écoles de classe. Il y a des enfants qui ont tellement peur du bâton qu'en classe, ils ne suivent pas parce qu'ils sont toujours dans la crainte de ce bâton-là et ils ont leur esprit ailleurs au lieu de se concentrer sur le travail que fait l'enseignant. Donc, nous pouvons dire que le châtiment corporel n'apporte aucun bien à l'apprenant ni à l'enseignant. Pour le psychopédagogue, plusieurs moyens existent pour inculquer le savoir à l'enfant sans faire recours au châtiment corporel. Les sanctions autorisées. L'élève qui peut-être n'a pas appris sa leçon, au contrôle, n'est-ce pas, des leçons, l'élève qui n'a pas appris sa leçon, le maître peut le retenir partiellement pendant la récréation. Au moment où ses camarades sortent en récréation, pour une récréation de 15 minutes, le maître le retient en classe pendant 5 minutes, par exemple, à apprendre ne serait-ce que cette leçon-là. Et là, le maître est dans la classe, il le surveille avec lui pour qu'il ne se livre pas à autre chose. À travers la douceur, à travers l'encouragement, le stimulus des enfants, c'est beaucoup mieux que de les battre. Parce que si on bat un enfant, on lui enseigne que battre, c'est ce qu'il faut faire. Alors on perpétue une violence qu'on ne veut pas pour notre société. En Afrique, plusieurs États ont pris de nombreux engagements ou adopté de nouvelles législations pour lutter contre le châtiment corporel en milieu scolaire. C'est pourquoi les autorités en charge de l'éducation au Bénin ne cessent de rappeler ces mesures aux différents acteurs. En Éthiopie, la situation est très tendue dans la région dissidente de Tigré. De violents combats font rage entre l'armée gouvernementale et les forces régionales. Les deux camps assurent être sur le point de l'emporter. L'Union africaine appelle à l'arrêt des affrontements. Une confrontation militaire qui pourrait se muer en guerre civile.
Le gouvernement fédéral a lancé une offensive mercredi dans l'état du Tigré après une attaque contre une base militaire fédérale la nuit précédente. Le Premier ministre Abiy Ahmed accuse le gouvernement local dirigé par le Front de libération du peuple du Tigré d'être derrière cette attaque qui intervient après plusieurs semaines de tensions. Mon cher peuple, aujourd'hui, les apostats éthiopiens ont poignardé l'Éthiopie. Ce qui fait de cette attaque l'une des attaques les plus choquantes, c'est que le TPLF considère les forces de défense nationale éthiopiennes comme une armée étrangère plutôt qu'une armée qui protège le peuple du Tigré depuis plus de 20 ans. Le Front de libération des peuples du Tigré défie le gouvernement depuis des mois. Le Tigré jouait un rôle de premier plan dans le gouvernement et l'armée du pays avant l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed en avril 2018. Le Premier ministre est accusé de vouloir affaiblir la région avec l'aide du voisin érythréen. Le gouvernement unitaire autoritaire qui a illégalement usurpé le pouvoir du gouvernement fédéral commet une trahison et une injustice en forgeant une alliance avec des forces extérieures et en usant du prétexte de la souveraineté du pays dans le but de soumettre le peuple du Tigré. Confrontation militaire dans le pays pourrait déstabiliser l'ensemble de la Corne de l'Afrique selon certains analystes. On peut dire avec confiance que si nous ne voyons pas d'intervention de l'autorité intergouvernementale pour le développement, de l'Union africaine ou du Conseil de sécurité des Nations unies pour arrêter ce glissement vers la guerre civile, l'Éthiopie court vers une guerre civile très dangereuse qui sera aussi périlleuse pour toute la Corne de l'Afrique. Depuis mercredi matin, les combats ont lieu dans cette province du nord du pays, mais peu d'informations filtrent en raison de la coupure de toutes les télécommunications. Un vaccin verra-t-il le jour en 2021 contre le coronavirus? Une hypothèse de plus en plus réaliste à en croire l'annonce du laboratoire Pfizer. Selon les résultats partiels, les vaccins qu'il développe avec l'allemand BioNTech seraient efficaces à 90%. Une annonce qui a suscité une vague d'espoir, mais avec beaucoup de réserves. Efficace à 90% contre le Covid-19. C'est ce qu'annonce l'américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech dans un communiqué conjoint diffusé ce lundi. Aujourd'hui est un grand jour pour la science et l'humanité. Le premier ensemble des résultats de notre essai de vaccin Covid-19 de phase 3 fournit la preuve initiale de la capacité de notre vaccin à prévenir le Covid-19. La première analyse intermédiaire de la phase 3 de notre étude mondiale fournit la preuve qu'un vaccin peut prévenir efficacement le Covid-19. C'est une victoire pour l'innovation, la science et un effort collaboratif mondial. Cette fameuse phase 3 a débuté le 27 juillet dernier. 43 538 personnes y ont participé. Sur ces individus, un groupe a reçu le vrai vaccin, l'autre s'est vu inoculer un placebo. Pour mesurer ce taux d'efficacité à 90%, les deux laboratoires ont comparé le nombre de participants infectés par le Covid-19 dans les deux groupes. Ils en ont donc conclu que les personnes ayant reçu le vrai vaccin ont 90% de risque en moins d'être contaminées. Une bonne nouvelle donc, mais qu'il faut tout de même relativiser. Premièrement, le vaccin des deux laboratoires se base sur une technologie appelée ARN Messenger, totalement nouvelle. Celle-ci n'a à ce jour pas encore fait ses preuves. Deuxièmement, les essais cliniques sont toujours en cours et les résultats n'ont été publiés dans aucune revue scientifique, comme l'indique ce virologue chez nos confrères de Marianne. Ces résultats sont donnés par le biais d'un communiqué de presse et non via un rapport scientifique. Il est difficile de tirer des conclusions. Nous manquons par exemple cruellement d'informations sur ce qu'ils entendent par protection. Cela concerne-t-il tous les types de malades, cas graves et cas plus légers? Quelles tranches d'âge sont concernées par cette protection? Comment l'immunité évolue-t-elle dans le temps? Les personnes immunisées sont-elles vectrices du virus? Beaucoup de questions restent en suspens. Si bon nombre d'organisations saluent ces nouvelles encourageantes, la prudence est tout de même de mise au sein de la communauté scientifique. Exemple avec ce tweet. Vaccin Pfizer, les questions en suspens. Confirmer les premiers résultats. Combien de temps dure l'immunité? Quels sont les effets secondaires? Les formes sévères sont-elles aussi évitées? Les plus fragiles sont-ils immunisés? On reste prudent, même si l'espoir est là.
Malgré tout, de nombreux pays ont déjà conclu des accords avec les 2 laboratoires ou sont en passe de le faire. C'est le cas des États-Unis, du Canada, du Japon ou encore de l'Union européenne. La France, elle, fait savoir par la voix du porte-parole du gouvernement qu'il est trop tôt pour décider des conditions de déploiement du vaccin dans le pays. De leur côté, Pfizer et BioNTech ont pour objectif de fournir jusqu'à 100 millions de doses dans le monde d'ici à la fin de l'année et 1,3 milliard de plus en 2021. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.